Les équipages allemands découvrent trop tard que les nouveaux Sherman américains résistent étonnamment bien au feu interne. Pourquoi ces chars, pourtant réputés vulnérables, cessent soudain d'exploser après le premier impact? Une innovation discrète, le wet stowage, bouleverse l'équilibre local des combats. La section blindée du lieutenant Morel avance par à-coups dans une haie normande éventrée. Au premier plan, un Sherman M4A3 neuf, identifiable à ses trappes élargies, secoue ses suspensions. À l'intérieur, l'équipage reste crispé. La rumeur persiste que les Panzer IV d'en face visent toujours la tourelle pour provoquer l'incendie. Morel, casque collé au micro, résume la consigne. On reste bas et on se décale vite après chaque tir. Un coup sec résonne. Le Sherman s'arrête net, frappé sur le flanc gauche. Le chargeur jure, vérifie les voyants, attend le souffle connu d'un feu interne. Mais rien ne vient. La caisse vibre seulement. « Pas de flamme !» crie Taïl. Le pilote relance immédiatement le moteur, persuadé d'avoir une seconde chance rare pour un M4. De l'autre côté du champ, un canon allemand de 65 mm recharge. L'équipe allemande échange un regard incrédule. La silhouette du Sherman, loin d'être envahie de fumée, se repositionne déjà à droite. Le tireur allemand murmure « Il aurait dû brûler ». Leur chef de pièce ordonne un second tir, plus haut, espérant toucher les réserves de munitions. Dans le Sherman, Morel sent l'impact suivant glisser sur l'avant de la tourelle, sans provoquer les réactions habituelles. Charge! Tirez avant qu'ils comprennent. Le tube américain riposte. Le canon allemand se tait d'un seul coup, touché sur son affût. La scène dure moins d'1 minute, mais l'équipage du Sherman comprend qu'il vient de survivre à 2 impacts qui, quelques semaines plus tôt, auraient probablement déclenché un feu mortel. Quand la fumée retombe, Morel ne dit rien. Il observe simplement le thermomètre des soutes, étonnamment stable. Le chargeur finit par lâcher. C'est donc ça, le nouveau système. Personne ne connaît encore les détails. Ils savent seulement que ces cuves d'eau et d'additifs, entourant les obus, ont empêché l'enfer qui d'ordinaire dévore la caisse. En arrière, l'équipe allemande, secouée, note dans son rapport que le Sherman a résisté anormalement. Ce mot deviendra vite un signe d'alarme. Le lendemain, l'escadron reçoit l'ordre d'appuyer l'avancée d'une compagnie d'infanterie vers un carrefour tenu par un Panzer IV et un canon automoteur. Morel grimpe dans la tourelle. L'odeur d'huile chaude s'est dissipée, mais l'équipe reste nerveuse. On évite les arrêts longs. Le Panzer peut nous percer de face, rappelle-t-il. Le Sherman roule en tête, son moteur Ford rugissant à chaque changement de régime. En approchant du carrefour, les fantassins signalent un mouvement. Tourelle ennemie à travers la grange? Le Sherman pivote vite, mais le Panzer tire le premier. Un éclat traverse le blindage latéral et rebondit dans le compartiment de combat. Le radio crie en se plaquant au plancher. Personne ne voit de flammes, seulement un fil de fumée blanche, l'eau chauffée dans les soutes humides. « C'est rien, ça !» hurle le chargeur, surpris de pouvoir encore bouger. Morel ordonne. Avance 5 mètres, décalage gauche. Le pilote écrase l'accélérateur. Le Panzer rate le second tir en anticipant mal le mouvement. Le Sherman, lui, se stabilise juste assez pour répondre. L'obus américain traverse la façade de la grange et frappe le Panzer au niveau de l'anneau de tourelle. On entend le choc métallique, puis une secousse sourde. La tourelle allemande reste figée. L'automoteur allemand tente alors une manœuvre de repli, braquant pour se cacher derrière un mur. Morel ordonne un tir rapide. Le premier obus ricoche, le deuxième atteint les chenilles. L'engin allemand s'immobilise.
L'infanterie avance pour sécuriser la zone. Les soldats américains, habitués à voir les Shermans percer en flammes, regardent le blindé intact avec un mélange d'étonnement et de méfiance. L'un d'eux s'approche. « Comment vous êtes encore en un seul morceau ?» Le chargeur hausse les épaules. Le char a changé. On essaie encore de s'y habituer. Sur le flanc allemand, un survivant du Panzer est capturé. En allemand approximatif, il répète la même question. « Pourquoi votre char ne brûle plus ?» Morel ne répond pas. Il n'a pas plus d'explications techniques que ses adversaires. Il constate seulement que l'équilibre local a basculé. Les Allemands ne savent plus comment évaluer les chances de détruire un Sherman. 2 jours plus tard, la section reçoit une mission plus risquée. Traverser une petite ville pour couper la retraite d'une colonne allemande. Les rues sont étroites, les angles morts nombreux. Morel hésite, mais l'ordre est clair. On avance par bonds, pas de silhouette longue. Le Sherman passe la première barrière de gravats, son canon incliné vers un carrefour sombre. En entrant dans la rue principale, un bruit métallique claque. Un PAC 40, embusqué, ouvre le feu depuis une entrée de garage. L'obus frappe bas, sous le panier de tourelles. Le pilote hurle, croyant sentir la chaleur monter, mais seul un souffle humide envahit l'habitacle. Le mécanicien regarde les voyants. Pas d'incendie, seulement une perte de pression dans une des cuves d'eau. On peut continuer. Morel ordonne une marche arrière, rapide. Le Sherman recule, sur 10 mètres, glisse sur des briques, manque de se mettre en travers. L'infanterie d'accompagnement se plaque contre les façades. Un deuxième obus allemand traverse la porte d'un café et éclate sur la suspension du char, arrachant un rouleau porteur. Le Sherman tremble, mais reste manœuvrable. On est boiteux mais vivant, commente le pilote. Pour contourner la position, Morel décide un coup audacieux, avancer à l'angle suivant, profiter d'une ouverture entre 2 bâtiments et tirer en enfilade sur le garage. Le char remonte la rue, frottant presque les murs. La tourelle pivote alors que la caisse tourne encore. Le premier obus américain frappe la façade du garage. La seconde charge traverse la porte, déformée. Le PAC 40 se tait immédiatement. L'infanterie rejoint le Sherman. L'un des sergents regarde la flaque sous le blindé. Un mélange d'eau, d'additifs et de poussière. « C'est ça qui vous sauve ?» Morel acquiesce, sans détour. « Oui, et tant que ça tient, on reste en tête. » À l'autre bout de la rue, les Allemands, surpris par la persistance du blindo, abandonnent 2 véhicules légers et se replient. Leur rapport mentionne une résistance atypique du char américain. Le mot commence à circuler d'un régiment à l'autre. À l'aube, la section reçoit un ordre inhabituel, avancer seul jusqu'à un pont ferroviaire pour vérifier s'il est encore utilisable. Les renseignements parlent d'un possible Jagdpanzer en couverture. Morel grimace. Un canon de 62 mm long, bien placé, peut percer un Sherman même de face. Pourtant, la mission ne souffre aucun retard. On y va vite, on revient vite, tranche-t-il. Le blindé progresse le long d'un talus. Le terrain est boueux, et chaque mètre demande plus de couple. Soudain, un tir précis, presque silencieux, frappe le glacis. Le choc projette le radio contre sa console, pas de feu. Le pilote, surpris de ne rien voir, s'embraser, reprend immédiatement la pente. « Il est là, à droite !» crie le tireur, repérant une silhouette inclinée dans un renfoncement. Morel ordonne un demi-tour brutal. Le Sherman glisse dans la boue et présente son flanc, une position catastrophique. Le Jagdpanzer corrige son visé, tire. L'obus traverse la couche d'acier et frappe directement l'emplacement d'une soute latérale.
Un panache de vapeur se dégage, mais aucune explosion ne suit. À l'intérieur, le chargeur tapote instinctivement les parois, comme pour vérifier que les obus n'ont pas cédé, toujours vivants. Le Sherman se remet face à l'ennemi. Le tireur demande « Correction 2 degrés gauche, tire ». L'obus part, touche trop haut, ricoche. Le Jagdpanzer tente un troisième tir, mais doit réaligner la caisse pour viser. 7 secondes de latence suffit. Le Sherman tire à nouveau. Impact net, bas, juste sous le masque du canon allemand. Le Jagdpanzer cesse toute activité. Le silence retombe, interrompu seulement par la boue qui goutte des garde-boue. L'équipage reste figé, conscient d'avoir survécu à 2 pénétrations frontales et latérales qui, avant le stockage humide, auraient détruit le char. Morel souffle enfin. On confirme le pont et on dégage. Pas question de rester ici. En arrivant près de l'ouvrage, il constate qu'une charge allemande a déjà endommagé les traverses. Mission accomplie, mais inutile de pousser plus loin. Le Sherman fait demi-tour, son flanc percé, dégageant encore une légère vapeur. La section rentre, laissant derrière elle un adversaire qui, comme tant d'autres, n'a pas compris comment le char a pu encaisser ses coups. Le lendemain, ordre sec. Soutenir un groupe de sapeurs chargés d'ouvrir un passage dans un champ miné, abandonné par les Allemands. Le temps presse, une contre-attaque est possible. Morel comprend que son Sherman servira d'écran mobile. On reste à portée courte, pas de mouvements inutiles. Les chenilles avancent, lentement, tassant la terre déjà labourée par les tirs précédents. Les sapeurs se déploient quand un tir isolé retentit. Un canon anti-char de 50 mm caché derrière une haie vient d'entrer en action. Le premier obus frappe la partie arrière du Sherman, près des racks supplémentaires. L'équipage se crispe. Un craquement métallique traverse l'habitacle, mais aucune flamme ne se déclare. Le mécanicien respire bruyamment. Je pensais qu'on y passait. Le canon allemand recharge. Morel décide de couvrir les sapeurs en se plaçant entre eux et la haie. Avance encore 3 mètres. Le pilote hésite. Le sol est instable, jonché de mines non détonnées. Un faux mouvement pourrait faire basculer le char, mais l'ordre est clair. Le Sherman roule, heurte un caillou, tangue dangereusement. Le tireur parvient pourtant à aligner l'ouverture dans la haie. Il tire sans attendre l'ordre. L'obus explose à quelques centimètres de la pièce allemande. Le silence retombe presque aussitôt. Les sapeurs continuent leur travail, cette fois plus vite. L'un d'eux frappe le flanc du Sherman avec sa pelle. Sans toi, on aurait dû décrocher. Morel se contente d'acquiescer. À l'intérieur, le chargeur observe une nouvelle fuite d'eau au niveau des soutes touchées. Le liquide coule lentement, imbibant le plancher. Tant que ça fuit, ça éteint, plaisante-t-il. Mais le répit ne dure pas. Un Aftrac allemand surgit au loin, transportant une petite équipe armée d'un Panzerfaust. Morel ordonne immédiatement un pivot de tourelle. Le tireur ajuste la distance. Premier tir. L'obus tombe un peu court, mais suffit à disperser les fantassins allemands. Le Aftrac recule, puis disparaît derrière un bosquet. Menace écartée, mais la pression monte. Lorsque le couloir dans le champ est enfin dégagé, l'escouade se replie rapidement. Le Sherman, toujours debout malgré ses fuites et un angle tordu sur la jupe latérale, referme la marche. Personne ne parle du tir initial, celui qui autrefois aurait mis fin à la mission en quelques secondes. À midi, l'ordre tombe de nouveau. Appuyer une patrouille de reconnaissance dans une zone boisée où un blindé allemand abandonné a été repéré. Les renseignements hésitent entre un Stugé endommagé ou un piège destiné à attirer les chars américains. Morel ne discute pas. On avance lentement.
Si c'est un leurre, on le découvre avant qu'il nous découvre. Le Sherman s'engage sous les arbres. La visibilité chute brusquement. Le tireur scrute les intervalles entre les troncs, prêt à tirer au moindre reflet de métal. L'infanterie progresse à 10 mètres du char. Contact possible à gauche, annonce un éclaireur. Morel pivote aussitôt la tourelle. Rien. Seulement des branches cassées et une ornière fraîche. Puis un tir très court éclate, à moins de 50 mètres. Un Stugé, bien réel celui-là, surgit à demi camouflé derrière un tronc. Son 75 mm tire sans délai. L'obus traverse la plaque frontale basse du Sherman et s'arrête contre la cloison des soutes à obus. À l'intérieur, le choc projette le chargeur contre la culasse. Tout le monde attend la boule de feu. Au lieu de C, une vapeur dense se répand. Le radio tousse, surpris. On dirait une chaudière, pas un incendie. Morel hurle, marche arrière. Le pilote enfonce la pédale. Le blindé recule, sur 3 mètres, avant de heurter une souche. Le Stugé recharge déjà. Morel comprend qu'ils n'auront pas le temps de se mettre complètement à couvert. Tire tout de suite, même mal placé. Le tireur obéit. Son obus frappe la superstructure du Stugé, trop haut, sans pénétrer. Le Stugé ajuste alors un second tir. À ce moment précis, un des fantassins américains, posté en flanc droit, se met à arroser la fente d'observation du véhicule allemand. Geste désespéré mais suffisant pour perturber le tireur ennemi. Le coup du Stugé part trop bas, éclatant dans la terre juste devant le Sherman. Le tireur américain, profitant du bref désalignement du Stugé, corrige son pointage. Maintenant, le second obus traverse la plaque frontale du chasseur de chars et stoppe net son action. Le moteur allemand s'éteint. Silence brutal. Le Sherman avance de quelques mètres pour vérifier. La vapeur continue de s'échapper par les impacts dans la caisse américaine. Le chargeur pose la main sur une paroi tiède. Si on avait encore l'ancien stockage. Morel l'interrompt. On ne l'a plus. C'est ce qui compte. La patrouille d'infanterie confirme que la zone est dégagée. Le Stugé, pourtant en position idéale, n'a pas réussi à neutraliser son adversaire. Pour les Allemands, ce sera un autre rapport incompréhensible. En fin d'après-midi, la section reçoit une dernière mission. Tenir une route secondaire jusqu'à l'arrivée d'un convoi sanitaire. Les Allemands, en repli, pourraient tenter une percée. Morel sait que son Sherman, criblé d'impacts, ressemble davantage à une cible qu'à un char opérationnel. Pourtant, l'ordre ne laisse aucune marge. On bloque ici. Pas de retraite, même courte. Le blindé se positionne en travers de la chaussée. Les arbres découpent la lumière en bandes étroites. Le tireur règle la hausse à courte portée. Rien pendant 5 minutes. Puis un grondement de moteur allemand, lourd, régulier. Morel fronce les sourcils. Ça, c'est pas un Avtrak. Un Panzer IV surgit entre 2 bosquets, avançant vite pour forcer le passage. Le choc est immédiat. Le Panzer ouvre le feu à l'arrêt, tire direct. L'impact secoue toute la caisse du Sherman. Le pilote frappe le tableau de bord de la main. Aucune flamme, on tient. Le flanc déjà perforé n'offre plus vraiment de résistance, mais l'obus allemand n'a pas trouvé les obus américains. Les cuves humides ont encore absorbé le choc. Morel ordonne un tir réflexe. Le tireur riposte trop haut. L'obus américain éclate sur la tourelle du Panzer sans pénétrer. Le char allemand avance d'1 mètre, tente un second tir. L'infanterie US, dispersée sur les côtés de la route, ouvre le feu pour perturber son équipage. Pas assez pour l'arrêter. Le deuxième obus allemand frappe la jonction caisse-tourelle du Sherman. La vapeur jaillit encore, plus dense cette fois. À bord, la visibilité chute. Le chargeur
aveuglé, tape la paroi avec son coude. Toujours rien. La peur s'entend dans sa voix, mais aussi l'incrédulité. Morel hurle, aligne-le par le bas. Le tireur ajuste malgré le brouillard interne. Il vise un point faible, la plaque frontale inférieure du Panzer. Tire, impact net. Le char allemand s'immobilise brusquement, moteur ralenti. On distingue une fuite de liquide coulant sous son glacis. L'équipage d'en face hésite. Puis la trappe du chef s'ouvre. Un fumigène est jeté pour couvrir la retraite. Le Panzer recule lentement derrière son rideau de fumée. Il n'insiste pas. L'échange n'a duré que 30 secondes, mais il a suffi à briser la tentative allemande. Les fantassins américains soufflent. Un soldat grimpe même sur la plage arrière du Sherman. Toque du poing le blindage meurtri. Comment ce truc est encore debout? Morel ne répond pas. Il essuie simplement la buée sur son périscope. Le Sherman, malgré 2 nouvelles pénétrations, reste opérationnel. Le convoi sanitaire arrive 10 minutes plus tard et passe sans encombre. Mission tenue. La nuit tombe quand la section reçoit enfin l'ordre de repli vers un atelier de campagne. Le Sherman de Morel, percé comme une passoire, avance à vitesse réduite. Le mécanicien surveille la température du moteur et la pression des fluides. On tiendra jusqu'au bivouac, mais pas 10 kilomètres de plus, prévient-il. Morel acquiesce. L'essentiel est de sortir de la zone de combat. En bordure d'un village, l'escadron tombe sur un barrage improvisé. Un camion allemand renversé, peut-être abandonné lors du repli. En s'approchant, 2 hommes surgissent des décombres, armés d'un Panzerfaust. Morel n'a même pas le temps de donner un ordre. Le tireur voit la silhouette, mais le Sherman met trop de secondes à s'arrêter. C'est l'arme la plus redoutée. Un coup au bon angle suffit, stockage humide ou pas. Le Panzerfaust tire. Le jet d'impact frappe l'avant gauche du blindé, soulève une gerbe de métal et d'étincelles. À l'intérieur, l'habitacle résonne comme une cloche. Le pilote hurle en pensant que la flamme va tout envahir. Mais la charge n'a pas touché les soutes, seulement la suspension. La tourelle se met à vibrer, mais rien ne brûle. Le chargeur, secoué, souffle. On a eu de la chance. Cette fois, aucun délai. Le tireur ajuste et tire. L'explosion renverse les 2 Allemands. L'infanterie américaine, qui suivait à 20 mètres, se précipite. L'un des soldats regarde la proue du Sherman, un trou béant, noirci. « Vous êtes condamné à survivre, c'est ça ?» plaisante-t-il. Morel, essoufflé, répond sans humour. « Tant que les cuves tiennent, oui. » La colonne repart. Chaque chaos menace de bloquer une chenille. Le Sherman avance, crache une vapeur continue par ses impacts, mais la mécanique tient. Enfin, le bivouac apparaît. Des mécanos se massent autour du blindé, stupéfaits par l'état de la caisse. L'un d'eux glisse la main dans un des trous. Sans ce système d'eau, vous seriez un tas de métal fondu. Le chargeur répond simplement. On l'a compris 6 fois aujourd'hui. Un officier du service technique examine les soutes transpercées. Il note que l'eau restante a empêché l'inflammation, même après des chocs directs. Les Allemands n'ont pas encore compris, et il vaut mieux que ça dure. Morel referme sa trappe, observe son char ravagé. Pour la première fois, il réalise que le Sherman n'est plus seulement le char qui brûle. Il est devenu autre chose. Un blindé capable de survivre suffisamment longtemps pour changer l'issue d'un engagement. Cette nuit-là, alors que les mécaniciens commencent les réparations, l'équipage s'écroule enfin, conscient d'avoir trimballé une machine qui n'aurait jamais dû rester opérationnelle aussi longtemps. Et pourtant, elle a tenu. Au terme de cette journée, l'équipage comprend que le wet stowage n'est pas un détail technique, mais une transformation silencieuse.
il retire aux Allemands l'un de leurs avantages les plus constants, la certitude de voir un Sherman brûler dès la première pénétration. Ce changement, invisible pour l'ennemi, modifie la dynamique de chaque échange de tirs et prolonge la survie des équipages américains. Pour d'autres histoires, où la technique bascule le destin des hommes, abonnez-vous à la chaîne.